هام تولي تو باش ننتقلوا لنقطة مهمة زادة باش تقدم لنا مدام ثريا ملاك كونسيرنون كيفية المعادلة ولا نقولوا لا ريغولاسيون دي سيستيم التعديلية لمنظومة المياه في بلاد. تفضل مدام. Pour un droit d'accès à l'eau durable et équitable. Alors je disais que la régulation, c'est l'ensemble d'outils, c'est une fonction qui incombe naturellement à l'État, qui est le dépositaire légitime de l'intérêt général. Alors, c'est l'ensemble d'outils, de mécanismes d'évaluation et de suivi, veillant sur le respect des règles préfixées par la stratégie publique de l'eau. Alors, le but de la régulation, c'est en fait, lorsqu'on met tous ces dispositions, ces dispositifs, c'est d'inciter les services de l'eau à agir en fonction de l'intérêt général, tout en assurant la viabilité de ces services. Alors, in fine, pourquoi on fait ça? C'est que la durabilité du service de l'eau va permettre la pérennité du droit d'accès à l'eau à tous les citoyens. Alors, il faut revoir la régulation dans le processus de la gestion de l'utilisation de la ressource ou aussi de la gestion des services comme le dernier maillon de la gestion. C'est-à-dire que pour gérer les ressources, on va organiser le secteur, on va faire une planification stratégique et on va par la suite développer les ressources, c'est-à-dire tout ce qui est mobilisation, reconnaissance et mobilisation. On va partager la ressource qui a été mobilisée, c'est les allocations. Et enfin, on va réguler, on va veiller à ce que les règles qui ont été préfixées et prédéfinies sont bien respectées. Alors, j'aimerais bien vérifier avec le modérateur si les diapositives défilent. Vous allez voir. Il faut c'est ce qu'on va faire. Alors on reprend, donc on a résolu un petit problème technique pour que les diapositives défilent correctement par rapport au speech. Donc, alors, je disais que la régulation est le dernier maillon de la chaîne de gestion pour gérer l'utilisation des ressources. On passe par 5 étapes essentielles. On va organiser le secteur, on va faire une planification stratégique, on va développer la ressource, qui veut dire ici tout ce qui est reconnaissance et mobilisation de la ressource, et par la suite, on va partager entre les différents usagers, secteurs ou usagers, les ressources déjà mobilisées. Le dernier maillon de la chaîne, c'est en fait la régulation, c'est-à-dire veiller à ce que tout ce qui a été prédéfini en règle au préalable sont bien appliqués et veiller à ce que les services qui se chargent de l'eau, les opérateurs services de l'eau, offrent aux utilisateurs le meilleur service en termes de qualité de service et en termes de quantité, continuité de l'offre et en termes à des prix, on va dire, abordables et à des risques maîtrisés. Donc, qu'est-ce qu'on régule en fait? La régulation repose en fait sur 3 piliers. On va réguler la qualité, c'est-à-dire assurer la sécurité sanitaire et environnementale et assurer la qualité du service de l'eau. Ce qu'on entend par qualité, c'est la continuité de l'offre, la relation avec la clientèle, le prix offert à la clientèle. Et puis, on va réguler les prix, c'est-à-dire on va veiller sur que le modèle de tarification soit remplit les objectifs pour lesquels cette tarification a été conçue, suivre les ajustements tarifaires et plus précisément suivre l'efficience des services de l'eau. Et la dernière chose, c'est réguler les quantités, c'est-à-dire suivre les quotas d'usage et les prélèvements.
Tout ça pour finalement l'objectif ultime, c'est toujours assurer un accès à l'eau à tous les citoyens, à tous les usagers, dans l'équité, la justice et la durabilité. Alors, comment on régule comment on régule, c'est-à-dire quels sont les modes de régulation possibles, c'est-à-dire quels sont les ajustements, les dispositions, les arrangements institutionnels qui vont organiser cette fonction de régulation. Alors, si on va faire une typologie de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui a été pratiqué, on va pratiquement présenter la régulation en typologie de 4 catégories. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combinaisons possibles dans différents pays. Les combinaisons possibles existent. On va revenir un petit peu sur le cas tunisien par la suite. Mais on peut cette typologie en 4 grandes catégories. Soit une régulation directe par le gouvernement, ce qui revient à peu près par une intervention directe du gouvernement dans le secteur régulé, notamment aussi par ce qu'on appelle le mode de l'opérateur public. Et on fait référence souvent pour désigner ce type de mode de régulation au Dutch mode. La deuxième façon de réguler, c'est la régulation par contrat, où le régime régulatoire est fixé par les instruments juridiques, et implicitement aussi on fait référence au modèle français pour désigner ce type de régulation. Il y a aussi un autre type de régulation par une agence, c'est-à-dire une entité publique indépendante. Une entité publique indépendante, en général, ça devrait être indépendante, qui a une indépendance financière de gestion et de prise de décision. Et là, on est beaucoup plus dans le modèle anglo-américain. Il faut dire aussi que certains pays ont opté à externaliser totalement la régulation, c'est-à-dire à charger une entité non pas publique mais privée de cette fonction de régulation. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut savoir, parce que cette question revient assez souvent, que le mode de régulation est indépendant du modèle de gestion. C'est-à-dire que quel que soit le modèle de gestion qui est utilisé, les différents modèles de gestion qui peuvent être soit un modèle administratif, soit un modèle par le marché, soit un modèle collectif, ou une combinaison de ces modèles, comme en Tunisie, vous le voyez bien, on a une combinaison entre le modèle administratif, le service public géré par le secteur public et un modèle où le service de l'eau est géré par le collectif, comme les GTA par exemple, à l'opposé d'autres pays où ils combinent un modèle de gestion administrative combiné avec le marché, ou autre, quel que soit le modèle de gestion, la régulation, elle est là et elle peut prendre une des formes qui ont été présentées, une des 4 formes qui ont été présentées. Donc, il ne faut pas faire un amalgame entre mode de régulation et modèle de gestion. Peu importe le modèle de gestion qu'on a, le mode de régulation peut être choisi dans les 4 catégories qui ont été présentées. Alors, pourquoi la régulation dans le contexte de la réforme du Code des eaux, en fait, parce que, en fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est que la régulation, je reviens juste rapidement, la régulation est le dernier maillon de la chaîne de gestion. Et le Code des eaux, la réforme du Code des eaux repose essentiellement sur un changement de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a voulu changer la gouvernance, on a voulu repenser la gouvernance pour qu'elle offre un mode de gestion de l'utilisation de la ressource qui s'adapte aux défis auxquels notre pays fait face. Et comme vous le voyez ici, c'est un mécanisme en fait. Si on change la régulation, si on change la gouvernance, il faut absolument repenser la régulation, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire si on repense la gouvernance et on laisse la régulation sans la revoir, c'est que quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Alors, d'une façon plus concrète, c'est-à-dire pourquoi on est amené en Tunisie à repenser la régulation précisément dans cette réflexion de changer la gouvernance, de repenser la gouvernance, de réadapter, d'ajuster la gouvernance. En fait, on va partir directement, d'une façon très concrète, d'un constat.
C'est-à-dire l'état dans lequel se trouvent les services de l'eau en Tunisie. Une partie revient à la gestion interne de ces services, mais une partie aussi revient au mode de régulation, c'est-à-dire on le rappelle encore une fois que la régulation, c'est une fonction régalienne de l'État, c'est-à-dire de la gestion gouvernementale des services d'eau. Et pour mettre en évidence cette idée, on a mené une étude en 2016 pour mesurer précisément la performance du service de l'eau potable en Tunisie. Notamment, on a mesuré la performance précisément de la SONED. Et dans cette mesure de performance, on mesure deux choses importantes, c'est-à-dire on mesure l'efficience économique du service de l'eau, ce qui va nous amener à apprécier et à évaluer la viabilité économique de ce service, et on a mesuré ce qu'on appelle les facteurs, la croissance du facteur de production, de productivité, la croissance du facteur de productivité. Et ces deux indicateurs, cette étude nous a permis de mettre en évidence le constat qui est connu, c'est-à-dire cette difficulté dans laquelle se trouve le service de l'eau, notamment la SONED d'aujourd'hui. Ça nous a permis de le quantifier, de le mettre en exergue, précisément en se basant sur les données comptables et les données statistiques de la SONED, et pour dire à la fin quoi? Pour dire la chose suivante, pour dire que l'amélioration de l'efficience de la SONED incombe en une partie à la SONED elle-même, c'est-à-dire de sa façon de gérer, sur des variables particulières sur lesquelles elle peut agir, mais aussi une grande partie du mode de régulation qui est exercé. Et nous avons conclu que si on change le mode de régulation vers un mode qui incite plus le service de l'eau à être performant, ça ne va que augmenter la viabilité économique du service et, in fine, encore une fois, la durabilité du droit d'accès à l'eau potable. Ce travail-là pourrait facilement être fait pour les autres services de l'eau, notamment l'assainissement, parce que c'est des mesures qu'on utilise, qu'on peut mesurer, c'est-à-dire des paramètres qu'on peut mesurer et sur lesquels on peut tirer des conclusions pour apporter des recommandations aux preneurs de décision. Donc, ce constat-là veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre à assurer ou à garantir la durabilité du droit d'accès au service de l'eau en ignorant de repenser le modèle de régulation. Alors, une petite histoire, c'est-à-dire, est-ce que cette idée-là de repenser la régulation, est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on vient par surprise le remettre sur la table? Non, si on regarde l'histoire de la Tunisie, en fait, depuis 1977, il y a une circulaire du premier ministère qui dit explicitement, à cette époque-là, on le dit explicitement, et pour cette raison qu'on a pris certaines dispositions, qu'il faut aider les entreprises publiques à remplir leur rôle et à apporter et à fournir un service de qualité. Et à cette époque-là, on a repensé précisément la régulation et on a instauré ce qu'on appelle les contrats programmes, un outil de régulation parmi d'autres. Et en instaurant les contrats programmes, d'ailleurs, le décret de 2002 continue à parler de ces contrats programmes, c'est-à-dire qu'on régule à travers les contrats programmes. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que cette façon c'est qu'à chaque fois que le service public n'est pas au point, on va repenser, il faut repenser, il ne faut pas oublier la régulation. Alors, la deuxième histoire que je peux raconter, c'est l'histoire de l'expérience anglaise. Et pourquoi cette histoire? Parce que souvent, lorsque on parle d'une entité indépendante de régulation, les gens pensent qu'on parle précisément de la privatisation du service de l'eau. Et pourquoi on parle souvent, on les associe parce que précisément, on pense on fait référence à cette expérience anglaise. Au début des années 90, tout le service de l'eau a été privatisé.
Donc, c'est une gestion privée du service de l'eau, à l'opposé d'une gestion publique du service de l'eau. Et cela reposait sur un postulat que la gestion privée est toujours meilleure, va fournir, va atteindre des performances meilleures par rapport à une gestion publique. On partait de ce postulat. Sauf que, après des années d'expérience, les Anglais, les Britanniques se rendent compte que les performances ne sont pas là, les attentes n'ont pas été remplies, et cela se traduit par des tarifs qui deviennent de plus en plus élevés, par des cartels qui se forment, et que finalement le citoyen ne trouve pas son compte. Donc, ils ont eu l'idée ils ont pensé que c'est pas qui gère le service qui est le plus important, et ils ont instauré une instance de régulation, et ils se sont rendus compte, au moment où ils ont instauré une instance de régulation qui va suivre la performance, qui va veiller aux bonnes applications des règles, qui va veiller sur l'intérêt général, que les performances dans le secteur ont été améliorées nettement. Aujourd'hui, on le sait par des études économiques, on a le recul nécessaire pour connaître que ce qui compte pour avoir ce droit d'accès durable, ce n'est pas que de privatiser le service, mais plutôt de maîtriser et de choisir une régulation adéquate. Alors, je vais aller trop rapidement pour vous donner un aperçu sur le mode de régulation de certains services de l'eau en Tunisie. Je ne vais pas parler de tous les services. Je ne vais pas parler de tous les services parce qu'en fait, en Tunisie, on a deux modes de régulation qui varient en fonction du service. Mais je vais parler des services de l'eau potable, de l'assainissement, notamment de la SONE et de la NAS, parce que en général, c'est ces services-là auxquels on fait référence souvent. Ce n'est pas les seuls services de l'eau, mais qui attirent plus d'attention. Alors là, on est dans le mode de régulation de l'opérateur public. C'est un service géré par le secteur public, mais on est particulièrement dans le modèle de régulation de l'opérateur public, où l'État met la politique et la stratégie, gère la relation avec l'entreprise publique qui possède les actifs et gère le service à travers des contrats-programmes. Et cette entreprise publique elle a une relation contractuelle, contrat d'abonnement avec les usagers. Ça, c'est le modèle typique de l'opérateur public, ce qu'on a appelé tout à l'heure Dutch model. Alors, quelles sont les limites du modèle courant de régulation? Là, encore une fois, j'aimerais bien dire que je n'ai pas raconté je n'ai pas revenu, je n'ai pas fait le résumé ou la revue de tout le modèle, sachant que dans d'autres services de l'eau, le modèle, c'est la régulation directe, en fait. Alors, pour aller, on me donne moins de 5 minutes, donc, pour aller, quelles sont les limites du modèle courant de régulation? Donc, on est dans ce modèle-là où l'État est le régulateur. Vous avez ici le citoyen, les sans-voix, on va imaginer les générations futures, les usagers, les besoins écologiques. Et vous avez là l'opérateur. Et ce modèle pose un problème important qu'on connaît, ce qu'on appelle self-interest, ce qu'on appelle government layer, la défaillance de l'État, ce qu'on appelle que les stratégies sont mises et sont politisées en quelque sorte, c'est-à-dire sont définies en termes politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce modèle-là, lorsque l'État est le régulateur, en théorie, on le met parce qu'il y a la possibilité de promouvoir des bas tarifs et atteindre des objectifs sociaux, mais en pratique, il y a deux limites essentielles de l'eau, comme on le connaît en Tunisie, comme on le voit, et on voit les conséquences sur cette entreprise publique. En fait, la réussite de ce modèle, le modèle a réussi ailleurs. Alors, il ne faut pas dire que ce modèle ne réussit pas à tous les coups, c'est pas vrai. La réussite de ce modèle, cependant, dépend des paramètres qui sont définis en dehors du secteur. Et il a réussi surtout dans les pays où l'obligation du service public, cette conscience d'obligation de service public, elle est très très forte et que l'État vraiment remplit son rôle en dépassant ce self-interest.
Alors, pour le modèle de régulation en Tunisie, il y a plusieurs intervenants, divers modes et règles. C'est-à-dire, on a un modèle pour les entreprises publiques, on a un modèle pour les GBA, on a un modèle pour donner des autorisations. C'est pas homogène, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent à tous les services de l'eau, ce qui remet en question le principe institué d'ailleurs par la loi de l'unité de la ressource. Dans la pratique, il n'y a pas une seule catégorie de gestion pour l'ensemble des eaux. La gestion publique de l'eau n'admet pas un seul objectif commun et les principes directeurs peuvent varier d'un organisme à un autre et d'un usage à un autre. C'est ça le plus important en fait. Donc, cette régulation qui est en vigueur, c'est une régulation peu transparente et pas forcément comprise par les usagers et les ayants droit. Ça, c'est important. C'est-à-dire la distribution des opportunités de jouir de la ressource pourrait paraître injuste et l'adhésion des citoyens à la politique de l'eau n'est pas du tout garantie. Alors, ce qu'on propose, c'est d'adopter un nouveau paradigme, c'est-à-dire que aller vers une régulation où le régulateur est une entité qui se charge, une entité publique, indépendante mais publique, qui se charge de la régulation et qui est à égale distance du gouvernement, du citoyen et de l'opérateur. Donc, elle va aider les opérateurs à remplir leur rôle, elle va veiller sur l'intérêt général et elle va aider l'État à gérer ses services d'une façon technique et efficiente et dépolitiser totalement la question de l'eau. Donc, on va proposer de mettre en place un dispositif permettant de limiter la défaillance de l'État et de maximiser l'intérêt général. On va concevoir une régulation qui est guidée par l'amélioration de la performance de l'utilisation des eaux et permettre ainsi aux ayants droit de bénéficier de gains de productivité qui en découlent. Alors, on va essayer de créer un outil pour éclairer la politique publique de l'eau qui se base sur l'expertise et, enfin, alléger l'État de la charge d'intervention directe dans l'économie par la promotion d'une régulation incitative dans le cadre d'une gestion publique de l'eau. Voilà, en résumé, on arrive à la fin en fait. On pourra par la suite, si vous le souhaitez, répondre à certaines questions pour clarifier certains points. Mais ce que j'aimerais bien dire à la fin, c'est que la régulation est un élément essentiel de la gouvernance dans le domaine de l'eau. Elle est appelée à jouer différents rôles d'interface entre les ayants de droit et les opérateurs de services, et entre le gouvernement et l'opérateur, dans le sens où il aide ces derniers à accroître leur performance, atteste de leur progrès et contribue ainsi à assurer une gestion gouvernementale, on va mettre entre guillemets, dépolitisée de leurs services. Alors, cette gestion de cette façon, cette conception de cette façon va s'inscrire particulièrement dans une logique de gestion intégrée parce qu'on va dépasser une gestion sectorielle. On va mettre tous les services de l'eau, vous savez comment ils sont gérés en Tunisie de façon sectorielle, tous les services, le suivi de ce service sous la même coupole. Cela ne pourra pas s'effectuer qu'à travers une entité de régulation indépendante, impartiale et dotée d'un pouvoir de décision, mais en revanche responsable et redevable. Cette entité ou instance est indépendante vis-à-vis de l'autorité de tutelle, impartiale par rapport aux différents acteurs et opérateurs, et dotée d'un pouvoir de décision susceptible de révision judiciaire. Désormais, le but ultime est de garantir l'efficience du service public, la pérennité de la ressource et l'accès équitable de tous les usagers qui est par ailleurs consacré par la nouvelle Constitution. Je vous remercie. Technique, je dirais même très sérieux, dans la mesure où la gestion de l'eau et la régulation donc de cette ressource qui doit être vue comme étant une ressource commune pour l'ensemble du pays, c'est quelque chose qui est sérieux et qui doit être traité avec beaucoup de détails et, disons, beaucoup de précision. Et je crois que vous nous avez fait un tour d'horizon qui est vraiment très intéressant, je pense très instructif pour pour nous et pour les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, madame.